Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, le 1er octobre, c'est la fête nationale de la République populaire de Chine. À la grande différence de 14 juillet français, c'est que pour cette fête nationale, il n'y a pas de parade militaire, il n'y a pas de défilé populaire, il n'y a même pas de garden party. C'est une grande fête populaire. En général, les monuments historiques seront ouverts gratuitement à toute la population et les grands magasins font des grosses promotions pour inciter les gens de consommer. Et c'est surtout une longue séjour de congés payés, donc les Chinois voyagent dans le monde entier, en Chine, en France, en Afrique. Alors, que signifie la fête nationale pour nous, les Chinois? C'est ce que je vais demander à mes deux invités. Xu Tieping, professeur de l'Institut de communication de Chine. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Richard Artz, journaliste de Parisien, correspondant à Pékin. Et bonjour aussi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, avant de commencer, je vous invite tous les deux, avec nos téléspectateurs, ensemble ce reportage sur notre fête nationale. Et on se retrouve juste après. Le 1er octobre 2016 marque le 67e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Différentes activités sont organisées en Chine et dans le reste du monde. Une cérémonie solennelle de levée de drapeau aura lieu sur la place Tiananmen devant des milliers de spectateurs. Cette cérémonie est une tradition depuis la fondation de la Chine nouvelle en 1949 et attire quotidiennement des visiteurs qui partagent leur fierté et leur amour pour leur pays. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, la parade militaire est devenue un élément important de célébration de la fête nationale. De 1949, année de la fondation de la RPC, à 1959, son 10e anniversaire, la Chine nouvelle a organisé chaque année sur la place Tiananmen une grande parade militaire pour célébrer la fête nationale. En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre de résistance antifasciste du peuple chinois contre l'envahisseur japonais, la Chine a organisé une importante cérémonie de commémoration. En septembre 2015, un grand défilé militaire a été organisé sur la place Tiananmen. C'était la première fois que la Chine organisait un défilé militaire pour une autre occasion que la fête nationale. Professeur, alors, la fête nationale, pour nous, il n'y a pas de parade militaire, il n'y a pas de défilé populaire, il n'y a même pas de garden party. Je me rappelle lorsque j'étais en France, pour le 14 juillet, à midi, au jardin de l'Élysée, tout le monde veut avoir une invitation parce que c'est la gloire, c'est pour rencontrer le président, etc. Pour nous, c'est vraiment très simple, c'est une fête populaire. Il n'y a pas tout ça. Pourquoi? Je pense que c'est l'impression d'aujourd'hui. En réalité, c'est qu'après la fondation de la République populaire de Chine, en 1949, on avait aussi copié, disons, la façon de célébration de la fête nationale soviétique. Et jusqu'à 1969, un peu plus tard, on fêtait aussi chaque année en organisant la parade militaire aussi. Mais Avant. Donc c'est depuis la réforme qu'on a fait, c'était seulement les cantades, c'est-à-dire 5e anniversaire, 10e anniversaire, qu'on organise la grande fête avec la parade militaire. Peut-être sociologiquement, 5 ans ou 10 ans. C'est lié, ça correspond à la transformation de statut du parti. Dans la première période, on était encore une image d'un parti de la révolution, de résistance, de victoire. Et maintenant, surtout après la réforme, l'image de parti se transforme, se bouge de plus en plus vers un parti pour la gestion, pour la modernité. Donc peut-être dans ce point-là, le besoin d'organiser, de montrer par exemple détermination, ça paraît pas si important qu'auparavant dans les 2 premières décennies. Donc après la politique de Deng Xiaoping d'ouverture de la réforme de Chine, la Chine en fait transforme cette fête pour une fête tout simplement populaire. De loisirs, de pause. Mais aussi, moi je pense qu'on était en quelque sorte les enfants, les générations de Mao. Disons qu'avant la réforme, jusqu'à une date, disons 20 ans avant, on travaille 6 par jour. Les jours fériés de chaque année est limité. Et la fête nationale ferait une occasion exceptionnelle pour se reposer. Ainsi peut-être, la fête, c'est pas toujours, on était toujours au rythme des grands bambous, etc. Bon, maintenant c'est
le deuxième séjour, le deuxième congé payé le plus long de l'année, hein, après la fête de printemps. Bon, Richard, alors, chez nous, après la politique de Deng Xiaoping, c'est-à-dire réforme et d'ouverture, on transforme la fête nationale pour une fête populaire, hein, on supprime le parade militaire. Et pourquoi la France continue le parade militaire tous les ans, comme certains pays, d'autres pays occidentaux? C'est pour montrer ses muscles toujours, mais à qui? Enfin, à l'origine, sans doute, c'était la raison. Hein. Des pays pour d'autres... montrer que je suis fort. Oui, en fait, la parade militaire et la célébration du 14 juillet, elle a été décidée en 1890, 100 ans après la Révolution française. 101 ans après la prise de la Bastille, hein, il s'agissait en fait de fêter autre chose. C'était la fête de la Fédération de 1790, qui était un moment de consensus en France, où même le roi était présent. Enfin, c'est autre chose. Mais en tout cas, la France, 10 ans après, avait été 10 ans avant 1890, elle avait été vaincue à la guerre de 1870 par les Allemands. Et il fallait donner l'impression qu'elle revivait, qu'elle avait à nouveau des forces. Et c'est pour ça que l'armée, il a été décidé qu'elle défilerait, que la Marseillaise est devenue l'hymne national français. Tout ça, c'est 1890, hein, les débuts de la Troisième République. Hein. Donc, l'hommage aux armées, il est devenu systématique le 14 juillet, et c'était encore plus vrai après la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus sous De Gaulle, qui voulait que la France soit l'armée pour l'Europe, en quelque sorte. C'est la France qui a le plus développé une armée, et c'est devenu un grand classique que l'armée défile, les différentes armées, l'air, la marine et la terre, les avions les plus modernes, tout ça. Oui, les tanks, enfin, sauf au porte-avions. Ah oui, c'est difficile de les faire passer sur les Champs-Élysées, évidemment. Mais c'est ça l'idée, c'est de montrer où en est la France. Ce qui est assez rare. En Europe, je ne connais pas d'autres parades militaires, sauf la Russie, la Corée du Nord, bien sûr, mais enfin, c'est très différent. Et surtout, cette journée du 14 juillet est devenue symbolique dans la mesure où c'est une journée de détente, une journée de congé, avec des bals populaires. C'est-à-dire que les pompiers qui, au début, étaient chargés de vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'incident, ont décidé peu à peu, au début du XXe siècle, de faire des bals. Et ça a très bien marché. Voilà. Et puis, il y a une dernière donnée, c'est les feux d'artifice. Feux d'artifice dans à peu près toute la France. Et c'est assez impressionnant. Il y en a qui sont très beaux, même si c'est une tradition qui vient de Chine, à l'origine. Mais enfin, en France... On invente le poudre pour le feu d'artifice. Juste une chose, vous avez parlé de la garden party à l'Élysée, elle n'existe plus. Ah bon, c'est fini, elle a été supprimée pour des raisons. Tout à fait. Sous Sarkozy, on a cessé d'en faire et Hollande ne l'a pas repris. On a bien remarqué, de focaliser sur l'évolution de cette tradition française. Je pense par exemple, Richard a bien indiqué, c'est que le général de Gaulle a joué un rôle important. Parce que pendant la 4e République, avec une série d'événements plus ou moins un peu tragiques, notamment après le Dien Bien Phu, après la guerre d'Algérie, vous savez que l'image de l'armée a été tombée plus bas. Il faut toujours rétablir l'image, faire une mobilisation. Ça tombait bien que la tradition existe. Il y a une chose quand même qui est dans le dernier 14 juillet a été terrible, c'est l'attentat à Nice, 86 Justement, morts. je voulais savoir si ça va changer la façon de fêter la fête nationale. C'est-à-dire que forcément, il y aura le souvenir de ce terrible attentat, ça va rester effectivement. Je pense que ça a endeuillé durablement le 14 juillet. C'était pas à Paris, c'était à Nice, mais enfin, il venait d'y avoir un feu d'artifice, justement, et
Je pense que ce sera dans la mémoire des Français longuement. Oui. Mais avant, je me rappelle qu'il y avait aussi des attentats, par exemple sous Chirac. Chirac est failli était. Ah oui, c'était un individu qui a porté une arme. Mais il a été repéré tout de suite par les gens qui étaient autour, et ça n'a pas eu de suite. Il était un peu fou, je pense. C'est-à-dire que dans les années 80, un peu plus tard, ce sont surtout des cas isolés. Oui. Alors aujourd'hui, on est en face d'un mouvement terroriste. Donc du point de vue dimension, c'est beaucoup plus horrifiant. Enfin, en même temps, il faudrait peut-être parler du fait qu'en Chine, tous les 10 ans, il y a une parade militaire. Hein. Oui, tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Pour marquer l'anniversaire de 1949. Donc la dernière fois, c'était 2009. Oui. Et bon, alors après, moi, oui, ce que je vais faire, je reste à Pékin. Reste à Pékin. Oui, parce que c'est vraiment pas le moment de se balader. Tous les trains sont archi bourrés, il y a plein de monde. Pour prendre l'avion, il faut réserver je ne sais pas combien de temps avant. C'est beaucoup plus calme de rester à Pékin. La plupart des Pékinois s'en vont dans leur famille aux quatre coins du pays. Là, en famille, nous restons là, c'est très agréable. Pékin pendant cette semaine-là, je vous assure. C'est la ville vide. Oui. Je dois ajouter encore quelques mots qu'on a bien mentionné le rôle du général de Gaulle. Bien sûr, de l'époque, dans les années 60, à la fin des années 50, cette détermination, mais aussi montrer, je dirais, l'indépendance, l'autonomie de la politique étrangère, je dirais, française. Mais avec le temps, cette tendance se change aussi. C'est que, je dirais que parmi les parades militaires, c'est que la façon française a plus de contenu plus ou moins européen ou internationalisé. Par exemple, on peut inviter les anciens, je dirais, ennemis, aujourd'hui alliés allemandes ou d'autres forces dans le défilé. Et nous en avons fait aussi dans les 2009. C'est la première fois qu'il y a de présence, disons, internationale. Oui, je me rappelle, chez nous, il y a pas mal, il y a certains pays asiatiques, mais aussi la Russie, etc. Tandis que chez vous, c'est l'Inde. Il était, par exemple, il est l'invité d'honneur. Hein, oui, le corps européen en permanence. Oui, chaque année, il y a un invité différent, mais il s'est passé au moment notamment de la création de chez Commun, il a été, non pas, c'était pas un contrat, mais enfin, il était clair que la France continuait à être la puissance militaire en Europe. Parce que l'Allemagne ne peut pas l'être. Bah oui, bien sûr. Après les excès du nazisme, elle se garde bien d'avoir ce rôle-là. Elle a une armée technique, mais c'est la France qui, dans la répartition des rôles des pays européens, a la fonction militaire la plus importante, et ça justifie en plus l'existence d'un 14 juillet. C'est aussi une indice de, disons, de son histoire nationale. Oui. Et puis même industriel. En termes, on voit bien pour les Rafales qui sont en train d'être vendus. Qui a bien vendu aux Indiens. Après avoir eu du mal à vendre un seul Rafale d'un seul coup, on arrive à en vendre à certains pays arabes et puis en Inde. Voilà, il y a une espèce de spécialisation de la France dans ce domaine. Bon, Xu Tieping, je voudrais poser une autre question, c'est que le 14 juillet, c'est clair, c'est pour commémorer la prise de Bastille, hein, c'est la Révolution française, etc. Et la fête nationale de la Chine, que signifie? Je dirais que bien sûr, notre fête nationale, il faut toujours travailler plus ou moins un peu sur cette continuité de la Révolution. C'est d'abord la Révolution française, et après aussi soviétique au quiz. Et dans les fêtes nationales, on a toujours la répétition, disons, confirmation, réaffirmation de la légitimité d'un événement, disons, politique d'importance. Là, je pense, c'est à peu près similaire avec le 14 juillet, la même signification. Mais aussi d'autres voient que, aussi, je dirais que Richard Répy avait bien dit, par exemple, dans le cas de la France, c'est un siècle après la Révolution française qu'on a rétabli cette fête nationale en organisant tel événement. Tandis que nous, je dirais,
y a moins de distance. C'est toujours, par exemple, lié avec notre propre histoire. Semi-colonisé, disons, humiliation, invasion japonaise, et finalement, c'est la victoire du Parti communiste. Donc, c'est la fête nationale, c'est réaffirmation, non seulement, disons, cette grandeur du parti ou tel dirigeant, mais c'est aussi une action de légitimisation. Ça, c'est très important pour tous les pouvoirs. Donc c'est l'indépendance de l'État, en fait. L'indépendance, mais aussi, disons aussi, c'est lié avec cette volonté qu'on est indépendant, qu'on est autonome, qu'on ne veut pas être sujet à n'importe quelle puissance. Sur ce point-là, je trouve, oui, comme beaucoup a bien marqué, la France et la Chine ont vraiment certaines similitudes dans ce domaine. Et Richard, je me rappelle, lorsque j'étais en France, je vois que le 14 juillet, les gens aiment bien battre le pavillon sur leurs fenêtres. On voit le 14 juillet partout le drapeau national, partout bleu, blanc, rouge. Et en Chine, c'est rare. Est-ce que, en comparaison avec la Chine, vous pensez que le patriotisme, qui est un mot, hein, c'est pendant longtemps un peu un gros mot, maintenant il revient, le patriotisme, même votre candidat présidentiel Montebourg frotte même le patriotisme économique et le patriotisme en France, comparaison avec la Chine. Est-ce que vous pensez qu'en Chine, il y en a trop, il n'y en a pas assez, et en France, est-ce qu'on a vraiment besoin de nouveau ressusciter le patriotisme, comme Marine Le Pen a dit? Peut-être, c'est difficile, c'est une question pas très facile. Je pense que dans chaque Français, il y a un patriotisme évident. Aimer son pays, c'est naturel. Oui, hein, voilà, oui. Il y a eu toute une période où on ne le mettait pas trop en avant, ça faisait un peu ringard. Je crois de changer, qu'actuellement, à cause de la situation internationale, du terrorisme, tout ça, c'est remis en avant volontiers. Et le 14 juillet, c'est une occasion traditionnelle de sortir un drapeau. Beaucoup de gens le font. C'est un jour fait pour ça, en quelque sorte. Hein. C'est un jour de. Et tous les Français ont un drapeau national? Non, mais beaucoup. Je ne dis pas que tous les Français, certainement pas, mais c'est quand même une journée qui est assez réussie de ce point de vue-là, le 14 juillet, de façon... Encore une fois, c'est une journée... dans une semaine, le 14 juillet, c'est la seule journée. Le lendemain, on retourne à ses occupations. Évidemment, en juillet, on peut être en vacances, mais c'est fait pour ça, pour montrer une espèce d'unité, une espèce de consensus sur l'idée qu'on est français. C'est pas tout à fait comme ça en Chine, je crois. C'est plus pour marquer l'anniversaire de 49. Et puis encore une fois, la grande différence, c'est que ça enchaîne sur des jours de congé. Ça change un petit peu la perspective, je pense. Mais en France, c'est 14 juillet, c'est aussi... Ça marque aussi le départ de grandes vacances. Oui, souvent. Souvent, oui. Beaucoup de gens partent le 15. Le lendemain. Oui. C'est le... Bon, professeur, alors, pour nous, pourquoi on ne battre pas le pavillon sur nos fenêtres comme les Français, comme d'ailleurs Américains, Allemands, Anglais, beaucoup de pays le font. Pourquoi pas nous? Je dirais que dans l'organisation, dans la façon d'organiser de la société, le drapeau national, chez nous, pendant longtemps, peut-être un peu trop sacralisé. Il y a toujours un standard, le format, tandis que si on voit par exemple une certaine utilisation populaire, le drapeau national peut être petit, réduit. L'important, c'est la signification. Tandis que chez nous, pendant très très longtemps, pendant des décennies, le drapeau national sacralisé, on ne peut pas changer le format. Et que le simple foyer, en général, n'en dispose pas du tout. Et depuis quelques années, ça commence à changer. Et deuxième, c'est qu'auparavant, je dirais, il faut aussi que la société chinoise est fortement compartimentarisée. Tout dépend, disons, la directive du supérieur. Quand on est dit, on est autorisé pour montrer, etc. On peut le faire, parce que c'est une action collective. Alors aujourd'hui, si chaque foyer veut le montrer, c'est plutôt un geste, disons, de reconnaissance, d'identification personnelle, individuelle. Là, ça progresse lentement.
Et lentement, il faut dire que dans les grands villages, dans des villes, disons, ordinaires, en général, disons, le taux de participation à ce type de geste est limité. Donc, en fait, en Chine, le patriotisme ou nationalisme, c'est très faible. Tout dépend quelle est la signification. On sait bien, par exemple, que le mot patriotisme est à la mode, surtout aux États-Unis. Ils n'aiment pas tellement le nationalisme, le mot. Oui, En Europe, ça change aussi, mais avec Première, Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, avec la perspective d'intégration européenne, on donne souvent, disons, une connotation un peu négative au nationalisme. Tandis que chez nous, comme je l'ai dit, on était dans le passé une grande puissance non agressive, mais on était semi-colonisé, et que le nationalisme, le mot en général, ça porte une notion de salut national, et qui s'associe souvent sans distinction avec l'idée de patriotisme. Donc si l'interprétation est différente, difficile à donner une, je dirais, péjorative ou négative. Donc derrière le mot, en fait, l'histoire n'est pas la même, la signification n'est pas la même. Oui, Richard? Oui, non, je pensais que le patriotisme, vu de France, il est un peu mêlé à la construction européenne. Il y a un patriotisme français évident, mais il y a un certain nombre de gens qui pensent que maintenant on est avant tout européen. Évidemment, avec le Brexit, ça va. Oui, on passe quelques l'identité française à l'identité européenne. Un petit peu. Mais est-ce qu'il y a un retournement justement avec le BRICS? C'est trop tôt pour le dire. Non. Mais je pense que c'est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire la France, plus ou moins un peu exemple, État-nation. Et maintenant, on trouve que la dimension peut-être un peu trop réduite. Il faut surpasser les frontières politiques je pense nationales. que dans la jeune génération, c'est vrai, c'est très vrai. Ça. Donc, la fête nationale, c'est une bonne occasion pour montrer son patriotisme pour son pays. Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on puisse à peu près dire sur la fête nationale le 1er octobre de la Chine. Maintenant, je voudrais parler un peu d'un autre sujet, d'un grand ami de la Chine français, grand ami français, c'est l'ancien président Jacques Chirac. Apparemment, il est très malade, Richard. Apparemment, oui, mais on n'a pas de nouvelles récentes. Mais certaines politiques françaises, par exemple Madame Boudin, a même annoncé sa mort. Oui, mais c'est la seule. Enfin, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sortait cette information. En tout cas, ce n'est pas le cas au moment où elle l'a dit. C'est un vrai grand ami de la Chine. Hein. On dit que c'est aussi le dernier grand gaulliste. C'est lui, pendant 12 ans de la présidence, la France et la Chine a connu une période vraiment qui s'entend très bien. Il s'entend très bien parce qu'il a un grand intérêt, une espèce de passion pour certains moments dans l'histoire chinoise, notamment pour Qin Shi Huangdi, et il connaît de façon... Je me souviens que je l'ai accompagné quand il était maire de Paris en 1991. Il était en Chine, il est allé à Xi'an, il est allé au musée de Xi'an, où il y avait des tas de soldats. Enfin, là, il avait vu les soldats. Ensuite, au musée, il y avait des tas d'objets et un guide qui était là pour lui présenter. Il a dit au guide ça va, et c'est lui qui a fait les commentaires devant les journalistes. Il connaît mieux que le guide. Et le guide ne disait plus rien, il écoutait ça. Il est très intéressé et il considère toujours que la Chine est un pays très important, qu'il faut s'entendre avec. Il n'y avait pas de conflit du tout entre la France, pas de mésentente entre la France et la Chine au moment où il était président, même s'il y avait des points de désaccord, avec lui ça passait parce que il se définit comme un ami de la Chine et ça repose sur un intérêt profond pour la culture et la civilisation chinoise. C'est assez impressionnant. C'est un président, je dirais, sur l'auteur. Avoir une vision, disons, historique, millénaire, premier. Et deuxième, c'est une grande figure de gaullisme. Et troisième, peut-être avec regret, c'est que ça fait partie de génération de dirigeants plus ou moins un peu classiques,
à la nouvelle génération. Ça, je ne critique pas ni faire éloge. Ça, c'est autre façon, plutôt communicateur, moins, disons, sur une conviction, disons, beaucoup plus profonde. De toute façon, après Chirac, les autres présidents ne connaissent pas aussi bien la Chine que lui. Ah ben, c'est sûr que François Hollande est venu en Chine pour la première fois de sa vie quand il était président. Oui. Cela étant, François Hollande s'entend très bien avec Chirac. Il s'est présenté... Oui, Chirac vote Hollande, hein, c'est lui qui a dit. Malgré qu'il est de droite, Hollande est de gauche. Et puis Hollande, dans les années 80, se présentait dans la circonscription en Corrèze contre Chirac. C'était l'adversaire de gauche contre Chirac. Et puis après, ils sont devenus très amis. Mais il faut dire aussi que ça repose sur le fait que Sarkozy et Chirac s'entendent pas bien. Donc, comme Hollande a battu Sarkozy, Chirac l'aime bien. Donc, frères ennemis, parfois, c'est beaucoup plus complexe que les camarades ennemis, disons, à l'intérieur. On peut dire comme ça. Est-ce qu'on peut dire que Chirac, c'est le dernier vrai gaulliste? Pour moi, oui, il y a une filiation, mais l'époque est très différente. L'époque où il a été président ne ressemble pas à celle de Gaulle. On se rappelle, en 2003, lorsqu'il y avait la guerre de l'Irak, il a refusé d'envoyer des troupes là-bas. Oui. Non seulement, c'est lui qui a empêché George Bush fils d'avoir le feu vert de l'ONU. Oui, oui, puisqu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, il pouvait le faire. Oui. Et il considérait que ce n'était pas une bonne idée. C'est un moment d'indépendance nationale intéressante pour la France. Ça, et sûr. Depuis, il n'y a plus de cette sorte de diplomatie indépendante, apparemment. Et moi, je pense qu'en l'Union européenne, il y a toujours deux tendances. L'un, plus ou moins, on devient le pilier parallèle dans le monde occidental, mais tout de même en reconnaissant d'une part, c'est des leadership américains. L'autre a dit, oui, les Américains, on le respecte, mais les Européens veulent égalité. Et fait des gestes souvent, quand il ne ça convient pas, n'hésitez pas à utiliser, disons, l'opposition, en disant, non, ça ne va pas. Et je dirais qu'après Schroeder et Chirac actuel, je dirais, l'équipe européenne, dans la majorité, c'est beaucoup plus, disons, compromettant, disons, un peu suiviste, et moins de, je dirais, de détermination, de montrer si, affirmément, cette volonté d'égalité ou, disons, d'autonomie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment de la guerre en Irak, Tony Blair, l'anglais, est rentré absolument dans les pas des Américains, et ça a l'air de lui coûter cher aujourd'hui. Oui, c'est voilà. en cause. Là, Chirac, au moins a été prudent. Et c'était pas son avis du tout. Il avait sans doute raison. Il a sans doute raison parce que les deux raisons pour lancer cette guerre sont fausses. Voilà. Et surtout, les décideurs savaient bien c'est le mensonge, mais ils l'ont fait tout de même. Donc Chirac a marqué l'histoire, au moins sur ce dossier. C'est certainement oui. Il y a deux dossiers qui marquent vraiment le moment où Chirac était président. Celui-là, l'Irak, et puis la suppression du service national. C'est très important pour la France. Bon, ça aussi, ça peut être mis en cause peut-être par certains candidats à la prochaine présidentielle, mais c'est Chirac qui l'avait voulu. Bon, nous espérons qu'il reprenne rapidement sa santé et j'espère que nous pouvons toujours avoir l'amitié de Jacques Chirac, mais aussi de la France. Bon, merci beaucoup tous les deux. Merci pour votre analyse, votre contribution pour notre émission. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.